qui offrait à la Corse un immense trésor, permettant à son peuple, qui vivait dans la peine, de connaître une autre ère et un nouvel essor. Aux hommes de notre île, tu leur as tout donné. De la faim, du froid, tu les as épargnés en leur offrant du pain, du bois pour se chauffer, des outils et des meubles, de la cave au grenier, sans oublier un toit pour pouvoir s'abriter. Car ici, sur cette île, plus d'1 million de châtaigniers ont été plantés dans une région de Haute-Corse qui porte aujourd'hui encore le nom de Castagniccia, la châtaigneraie. Les châtaigniers présents sur l'île depuis l'Antiquité évoluent parfaitement entre 400 et 800 mètres d'altitude. Dès le Moyen-Âge, dans les villages de Haute-Corse, les hommes collectent leurs fruits. Plusieurs semaines de séchage marquent le début d'un long travail de transformation. Des mois d'efforts et de minutie pour trier les châtaignes, puis les transformer en farine. Bonjour, mesdames. Antoinette, bonjour. Bonjour, Auguste. Alors, combien vous triez de kilos de châtaignes par jour? Écoutez, moi... Une personne, on fait 5 sacs par jour. Ça fait 100 kilos. À 5. 100, Voilà. À peu près. 100 kilos à 5. À 5. Voilà. Voilà. Voilà une châtaigne qui est prête à passer au moulin. Et voilà une châtaigne qui ne peut pas passer. Pour moi, c'est pas du travail. Ça nous permet de remonter encore le temps que nos anciens ont vécu, hein, la dureté de la vie pendant leur... Voilà, tout ça. Les châtaignes en Corse étaient essentiellement consommées sous forme de farine. Pourquoi? Parce qu'en Corse, on avait du mal à cultiver le blé à l'époque, puisque la plaine orientale était inculte. Il y avait la malaria et il n'y avait personne qui y vivait. Seuls les gens qui vivaient dans les montagnes pouvaient survivre. De ce fait, la culture du blé était trop faible et ne pouvait pas nourrir sa population. Donc, ça a été supplié par, justement, la farine de châtaigne qui a remplacé la farine de blé. Dans le village de Campil, les habitants ont leur propre machine à remonter le temps. Un moulin. Il est tenu par le maire et a été béni par le curé du village. Quand le moulin démarre, on pense au vieux meunier qui avait la tâche un peu plus difficile parce que les moulins aujourd'hui, la plupart fonctionnent à l'électricité. Avant, ça fonctionnait à l'eau. C'était dans des cours d'eau, c'était humide, il faisait froid, il fallait faire attention à ce que les châtaignes ne prennent pas d'humidité, il ne fallait pas quitter le moulin, ils dormaient sur place. C'était un métier très difficile. Bonjour Jean-Marie, comment va? Un dur labeur, mais qui offre au meunier un rôle de premier choix. En transformant le fruit en farine, il assure dès le Moyen-Âge non seulement la survie dans les villages, mais participe aussi à toute l'économie insulaire. Les gens étaient très pauvres, il y avait peu d'argent qui circulait. Et donc, c'était une troque. En fait, les gens, ça leur permettait de vivre. Là-bas, il y avait de l'huile, mais pas de la farine. Il y avait d'autres régions, Porto Vecchio avait le sel, mais pas de farine. C'est toute une économie qui a gravité autour de l'arbre à pain. À partir de la farine de châtaigne, les Corses obtiennent leur aliment de base, leur pain quotidien, grâce à une recette ancestrale, la polenta. Un plat simple et particulièrement nutritif, capable de nourrir tout un peuple. Le châtaignier fournissant environ une centaine de kilos de fruits, ce produit était transformé en farine. Ça représentait environ 25 kilos, donc la famille pouvait largement vivre pendant un mois. À l'époque, c'était un peuple de bergers. Les bergers partaient le matin garder leurs troupeaux avec des tranches de polenta, voilà, qu'ils faisaient réchauffer sur une lauze, sur une pierre plate. À partir du XVIe siècle, la République de Gênes, qui s'est imposée sur l'île, voit dans la châtaigne une opportunité de faire face aux famines causées par les grandes guerres et les épidémies.
Elle impose aux Corses la culture intensive du fruit sous peine d'amende et fait planter 40 000 hectares de châtaigniers, la majorité en Castagniccia. Ça faisait 1 600 000 arbres. 1 600 000 arbres qui représentent donc 100 kilos de fruits par arbre, c'est énorme. 80% repartaient à Gênes. L'héritage de Gênes, c'est justement cette terre du châtaignier qui a permis de nourrir une population. Grâce à cette abondance, les villages se multiplient et font de la Castagniccia la région rurale la plus densément peuplée d'Europe au XIXe siècle. L'arbre Providence fournit toutes ses ressources aux hommes, jusqu'à l'essence de son bois aux teintes polychromes, utilisé pour sculpter les portes des plus belles églises. En Castagniccia, l'ébéniste Sylvain Mattei restaure dans les règles de l'art certains des derniers vestiges de cette période faste. Ah voilà, c'est bien marqué. On va bien le voir. Regardez, il avait marqué, c'était un Génois, Solari, qui avait marqué son nom et tout dessus, oui. Bon, c'est une porte qui est classée, elle est toute en châtaignier. Et nous, on essaie de la remettre comme elle était au départ. Elle a un peu ce petit beige-là, un peu... C'est magnifique. Et puis ce toucher, ces veinages, tout, quoi. Tous ces vieux clous, ça a toute une histoire, même les clous. Ils étaient faits à la main. Tout a une histoire. Une histoire dont le décor s'élabore en bois de châtaignier. Charpente, meubles, piquets de clôture, il est la matière première la plus disponible pour confectionner tout ce dont les hommes ont besoin. Son cœur chargé en acide gallique, qui forme du tanin, le rend particulièrement résistant. Plus l'arbre est âgé, plus il en est chargé. Pour travailler ces châtaigniers centenaires, les villages de Castagniccia mettent à profit ce dont ils disposent, le temps. Il le coupait déjà à la lune, parce qu'il y avait un moment où il fallait le couper. Il les faisait rouler, il les balançait dans les rivières, il les laissait. Et l'eau, toute l'année, tombait dessus, elle frappait dessus et nettoyait l'arbre du tanin. Il le laissait peut-être 4-5 ans, des fois, hein, dans l'eau. À ce moment-là, après, il était plus souple à travailler. Pourtant, le tanin, dont on cherche tant à se débarrasser, va faire vivre à la Corse sa plus grande épopée industrielle. Au XIXe siècle, le tannage du cuir est en plein essor. Le tanin, qui aide à la transformation de la peau en cuir, en est la matière indispensable. La Corse, rattachée alors à la France, saisit cette opportunité pour se moderniser. Les châtaigniers sont coupés en masse pour en extraire ce liquide précieux et l'expédier sur le continent. Au fond des vallées de la Castagniccia, 6 usines à tanin sortent de terre entre 1873 et 1928, attirant les hommes à la recherche d'une vie meilleure. La friche de Barchetta en est le plus beau vestige. L'essentiel du monde ouvrier qui travaillait dans ces usines venait des villages alentours. L'usine, vraiment, était une fourmilière qui fonctionnait jour et nuit avec un éclairage et qui était quelque chose pour toute la vallée qu'on voyait de très loin, entre les fumées de la cheminée et l'éclairage des bâtiments. C'était un phénomène assez extraordinaire pour la population. On est projeté d'un monde qui vit sur le rythme du soleil. Hein. On se lève, on se couche avec le soleil, à une activité industrielle avec, comme ici dans l'usine de Barquette, la découverte de l'électricité, des autoclaves, des machines à vapeur. Et donc c'est vraiment un changement radical. À toute vitesse, les nouvelles usines emportent avec elles les mœurs et les traditions des villages. Le poète Paoli di Tagliu, qui vit au-dessus de l'une d'elles, se sent l'un des derniers acteurs d'un monde en train de disparaître sous ses yeux. Jusqu'en 1931, il ne cessera de dénoncer ce rouleau compresseur de modernité. Paoli di Tagliu écrit une poésie
qu'il nomme la complainte du châtaignier, où l'arbre exprime ce changement, exprime qu'il est abandonné et reproche aux Corses, après tout ce qu'il a fait pour eux depuis des siècles, que ces derniers l'abandonnent complètement aux usines. Il a souhaité illustrer son propos sous forme de petits carnets de cartes postales, comme cela se faisait au début du siècle. Et il va avoir l'idée de se faire accompagner d'un photographe pour illustrer ce chant avec la visite de plusieurs villages, la rencontre d'artisans. La complainte du châtaignier n'a pas pu stopper l'inertie des usines qui a elle-même pris fin face à l'essor de la concurrence dans les années 60. Mais le poème adapté en chanson est devenu l'hymne d'un autre temps. Dans le petit village de Pianello, à l'ouest de la Castagniccia, les habitants, portés par la même mélancolie, se sont rassemblés pour remettre sur pied leur immense châtaigneraie, une survivante de la grande épopée du tanin qui s'étend sur plus de 50 hectares. Horace Manenti, 90 ans, est le doyen de cette initiative. Les gens de ma génération sont partis, qui dans l'armée, qui dans l'administration, qui dans les usines. Alors en revenant, on s'est rendu compte que qu'on était un peu responsable de l'abandon de cette châtaigneraie, parce que c'était nous qui avions abandonné nos terres. Pour prendre soin de la châtaigneraie, les habitants ont fait appel à Emmanuel Barbieri, ingénieur du vivant. Et il a fait d'étonnantes découvertes. Ces lichens datent de la petite ère glaciaire de l'époque du Moyen-Âge. Ça, c'est du patrimoine. Les châtaigniers à nouveau entretenus, Emmanuel cherche à présent à apprendre davantage de ces arbres précieux qui ont traversé les âges. Il est presque anormal d'avoir une telle concentration d'arbres multicentenaires. Quand on est arrivé, on pensait, comme par ailleurs, d'en trouver 1, 2, 3, 4. Et puis quand on en a rencontré 10, 100, 1200, c'est unique. Nulle part ailleurs en Europe, on trouvera quelque chose de semblable. En grimpant jusqu'à leur cime pour poser des capteurs, Emmanuel étudie la manière dont les châtaigniers communiquent par les airs, en s'envoyant des hormones pour prévenir leurs voisins d'un potentiel danger. Le secret de leur longévité résiderait donc dans l'entraide. Un arbre ne peut pas partir. Il ne peut pas dire « Ok, ici j'ai épuisé mes ressources, j'ai détruit mon environnement, je vais ailleurs », comme fait un animal, comme nous faisons nous. Un arbre est ancré sur son territoire. Il doit protéger l'endroit où il vit et il doit le protéger pas seul. Il ne peut pas le protéger seul. Leur intelligence et leur entraide dépassent mais très très largement toute forme d'entraide que l'être humain a pu mettre en place. Désormais, nombre de Corses se lient pour protéger cette châtaigneraie majestueuse et providentielle, pour que ce paysage millénaire continue d'offrir ses bienfaits à l'île de beauté.